Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous partage un peu mon parcours, ma vie de décoratrice, comment je me suis lancée, pourquoi, est-ce que je peux en vivre. Je vous donnerai aussi mes conseils à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'activité mais qui ont peur, qui ont des interrogations. J'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Donc elle est un peu longue, j'essaierai en tout cas de vous mettre les chapitres en description. Donc si vous voulez sauter des passages, vous pourrez. Alors on commence tout de suite par le commencement de mon parcours. Alors je n'ai pas du tout choisi d'être décoratrice d'intérieur, en tout cas j'en rêvais pas étant petite. Comme tout le monde, je regardais les émissions de Stéphane Plaza, Maison à vendre, aussi Valérie Damido aussi, qui a fait pas mal d'émissions sur la décoration. Mais sans plus, c'est vrai que j'aimais bien les avant-après, les waouh c'est trop beau, les machins comme ça. Un peu comme tout le monde, mais sans vraiment me dire j'aimerais bien faire ça comme métier. Parce que effectivement moi j'ai une formation qui a rien à voir avec le design ou tout ce qui est créatif. Donc j'ai suivi un cursus en ressources humaines. J'ai 2 masters en ressources humaines. Je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi j'ai 2 masters, mais j'en ai 2. Et donc je me prédestinais à une carrière plutôt un peu normale ou dans des bureaux, etc. Et donc tout a commencé en fait à la fin de mon 2e master en ressources humaines. J'étais super contente parce que je suis issue des quartiers un peu on va dire difficiles. Donc j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois dans le 93 et donc je me disais que déjà étant issue de ces quartiers, étant en plus noire et étant en plus une femme, j'entendais de part et d'autre que ça allait être compliqué pour moi, qu'il va falloir que je me batte, etc. Donc je voulais avoir le maximum de chance pour m'insérer dans le milieu professionnel. Donc j'étais super contente de moi parce que j'étais arrivée au bout de toutes ces années de scolarité. Et pour vraiment finaliser tout ça, j'ai même fait 2 mois à Toronto pour perfectionner mon anglais et pour pouvoir m'insérer au mieux dans le monde du travail. Et là, la grosse désillusion en revenant du Canada. Donc je me suis dit c'est bon là, franchement je vais peut-être faire 1 mois au chômage, le temps de trouver, mais ça va se passer. Et pas du tout. Au bout de 4 mois, je n'avais rien du tout. J'avais peut-être eu 2 entretiens, mais rien de concret. Et sinon, nos réponses, même pas non, rien du tout quoi. Et là je me suis pris une belle claque et je me suis rendu compte que ça allait pas être si facile que ça. Et tout ce qu'on nous avait dit à l'école, comme quoi on était des warriors, on allait tout déchirer, que les entreprises n'attendaient que nous pour nous recruter, d'autant plus que j'avais fait de l'alternance 3 ans chez Orange. Toutes ces choses là qui en fait se sont révélées fausses en fait. Et je me suis pris une grosse claque et un gros coup au moral. Et donc j'habitais à ce moment-là dans un studio. Donc de 18 mètres carrés, vraiment petit, avec des meubles que j'avais pas choisis, c'était des gros meubles pas très jolis. Le sol, n'en parlons pas, c'était un sol, une espèce de lino rouge à pois beige. Donc voilà, c'était pas l'idéal pour moi. Mais durant les 2 années d'avant où je vivais dedans, je m'en rendais pas compte parce que j'étais étudiante et que j'y allais que pour dormir ou le week-end de temps en temps. Mais sinon, autrement, j'étais soit en cours, soit avec des amis dehors et je prêtais pas attention. Mais c'est vrai que pendant cette période de chômage qui a duré plusieurs mois, donc ça a continué, hein, j'ai mis 7 mois je pense avant de trouver en fait mon premier poste que j'ai pas aimé non plus. Et plusieurs mois comme ça coincés dans la même pièce, parce qu'il faut se dire que quand on est au chômage, typiquement on n'a pas envie de sortir quoi. On n'a pas envie de sortir parce qu'on n'a pas le moral à ça, on est focus sur faut que je trouve un emploi, etc. Et puis on n'a pas de thunes, on n'a vraiment pas d'argent et on n'a pas vraiment envie de gaspiller le peu qu'on avait. Je me souviens, je payais mon loyer 500 € je crois, et j'avais du chômage par rapport à mon alternance, je crois que c'était 900 €. Et donc je devais vivre avec 900 €, ça va, franchement je me plains pas, j'ai réussi à me débrouiller parce que je suis quelqu'un de pas trop dépenser. Mais voilà, c'était compliqué pour moi de cette période-là. Je me suis sentie nulle en fait, et j'ai eu une période de remise en question où je me suis dit mais est-ce que je vais arriver à faire quelque chose de ma vie quoi. C'est terrible. Je me suis dit on n'a pas besoin de moi quoi. J'envoie des candidatures, plus de 400 CV, oui 400 CV. Et rien quoi, je me suis dit c'est pas possible. Et toute la journée dans la même pièce, avoir cette décoration, enfin cette décoration inexistante en fait,
de voir surtout ce sol rouge, mais je commençais à vraiment ne plus pouvoir. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, sur un coup de tête, je me suis dit c'est mort, je vais changer un peu des choses, même si c'est pas chez moi et que le règlement intérieur me dit que j'ai pas le droit de percer de trous, j'ai pas le droit de faire quelconque changement, je vais faire mes changements. Donc je me suis rendue à Leroy Merlin, j'ai pris un rouleau de lino, je me suis débrouillée, je ne sais pas comment, pour le faire rentrer dans ma petite Nissan, et ensuite j'ai acheté des rideaux, tringles et un pot de peinture taupe. Donc, j'ai donc demandé à mon oncle de venir me peindre, me poser le lino, etc., me poser les tringles, et je vous assure que ces 3 changements, le sol, le mur taupe et les rideaux, waouh, c'était pas beaucoup d'investissement, mais le boost au niveau du moral, c'était quelque chose. J'avais toujours pas d'emploi, hein, mais déjà, rien que le fait de me sentir bien chez moi, je me suis dit, waouh, la déco, ça a un vrai pouvoir en fait, vraiment. Et donc c'est là que j'ai commencé vraiment à aider ma mère, puis je sais pas, une petite connaissance, mais vraiment gratuitement comme ça, juste pour lui donner 2-3 conseils, pour améliorer. Et je me suis dit c'est pas mal quand même, ça a vraiment un pouvoir, les gens se sentent bien, il y a vraiment une relation d'éco et bien-être quoi qui existe. Donc c'était toujours pas dans mon esprit d'en faire un métier. Je voyais ça comme une passion, comme faire de l'aquarelle le week-end, c'était pas dans mon esprit, clairement. J'étais encore sur il faut que je trouve mon emploi en ressources humaines. Donc entre temps, bien sûr, en 2017, j'ai trouvé un emploi en ressources humaines. Youhou, le Graal, le Saint Graal, le CDI, assez bien rémunéré en plus. Et là, je continuais mes petites aides par-ci par-là, donc des petits conseils vraiment presque gratuits quoi, 60, 80 euros, vraiment des petites choses. Mais j'avais pas créé de société quoi, c'était vraiment au coup par coup quoi. Et entre temps, ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais créé une page Facebook où je partageais des conseils, je partageais aussi, je sais pas, des avant-après, etc. Et au fur et à mesure, il y a des personnes que je connaissais pas du tout qui sont abonnées à ma page et qui m'ont demandé de les aider. Donc voilà, j'ai commencé à faire des personnes comme ça, totalement inconnues. Et ce sont mes collègues qui m'ont dit un jour, mais Priscilla, pourquoi tu crées pas ta société? Je leur ai dit, mais t'es malade, j'ai pas envie de créer ma société, j'ai la flemme quoi, l'administratif, faut créer une société, faut faire des factures, j'ai pas le temps pour ça quoi. Dans ma tête, j'étais vraiment focus sur les ressources humaines et faire ma carrière dans les ressources humaines, parce que pour moi, là où j'étais, c'était un vrai métier et que la décoration d'intérieur, c'était pas un métier quoi. J'arrivais pas à conceptualiser que je pouvais en faire une activité. Et à force qu'ils me répètent ça assez souvent, et à force aussi de voir que je pouvais aider les gens et qu'en plus de ça, ça me faisait du bien en fait d'aider les gens, parce qu'en fait j'ai plein d'idées dans la tête que je peux pas appliquer toutes ces idées là chez moi, je n'ai qu'un intérieur, et aussi de rencontrer des personnes, leur parler, un peu rentrer dans leur intimité, parce que ces personnes là m'ouvrent chez elles quoi, c'est pas tout le monde qu'on fait rentrer chez soi, et de les aider et de voir que en fin de prestation elles sont contentes. Et là j'ai eu un déclic un jour, je me suis dit mais je prends 100 fois plus de plaisir à faire ça que faire mon métier dans les ressources humaines quoi. C'est vraiment, je prends un projet du point A et je l'emmène au point B, et j'ai contribué à créer quelque chose, et c'est tellement plus comment dire, valorisant, que je me suis dit mais en fait ouais, pourquoi pas faire quelque chose, pourquoi pas créer quelque chose. Donc là je me suis renseignée sur les différents statuts, donc j'ai choisi la micro-entreprise parce que c'était beaucoup plus simple en termes d'administratif, de création, ça se fait en quelques clics sur internet et on reçoit son numéro de SIRET. Et j'ai commencé donc comme ça depuis maintenant juillet 2018, et j'ai commencé voilà à perpétuer ça, mais sans me dire qu'un jour j'allais totalement 100% décoratrice. Je restais sur ma lignée je vais rester dans les ressources humaines. Mais au moins j'étais contente parce que ça légalisait les choses, hein, et puis ça mettait plus de crédit à mes prestations quoi, de dire que j'ai vraiment une société, on fait appel à moi, mais j'ai une société derrière, j'ai un numéro SIRET, je fais des factures, etc. Donc vous comprendrez par rapport à mon parcours qu'en fait je n'ai pas du tout fait de formation en fait en décoration d'intérieur.
c'est vraiment venu d'une envie d'aider les gens, de partager mes idées et d'accompagner les gens. Et au fur et à mesure on m'a demandé, j'ai été prise un peu dans l'engrenage sans avoir le temps, même si j'ai regardé un petit peu les formations qui se faisaient notamment à distance. J'ai regardé un petit peu, mais les tarifs en fait m'ont un peu freiné, j'ai laissé tomber et puis j'ai continué. N'empêche que chaque jour, chaque projet, chaque nouveau projet est pour moi une manière de me former. On ne s'arrête jamais d'apprendre en fait, tout simplement. Après, je crache pas du tout sur les formations qui se font. Si elles existent, c'est qu'elles ont une raison d'être. Après, si vraiment vous souhaitez vous lancer en décoration d'intérieur mais que vous savez pas trop, oui, bien sûr que ces formations-là sont utiles et elles vous apprennent plein de choses sur les matières, les couleurs, l'histoire des différents designs à travers les siècles. Ça, c'est important, je pense. Mais j'ai pas eu le temps et foncièrement j'en ai pas tellement envie. Peut-être que si un jour je me forme, ça sera plus pour upgrader un petit peu et passer peut-être à une formation d'architecte d'intérieur, où là vraiment il y a besoin d'un diplôme, parce que je le rappelle, décoratrice, nous n'avons pas besoin de diplôme certifié par l'État. Certes, c'est mieux, ça crédibilise encore plus notre prestation, mais on n'est pas obligé, contrairement à architecte où là il faut un diplôme. Alors comment je définirais une décoratrice d'intérieur? Moi en tout cas, ma définition c'est qu'en fait j'accompagne des personnes. Donc moi plus particulièrement c'est plutôt des particuliers, mais ça arrive que des clients entreprises me contactent. Mais en tout cas j'accompagne des personnes parce que soit elles se sentent mal dans leur actuel intérieur, elles ont un appartement, elles ont fait une décoration qui ne leur plaît pas, ou sinon ce sont des personnes qui ont acheté des logements dans le neuf notamment, qui sont sur plan, et donc du coup c'est vrai qu'avec un plan c'est difficile de se projeter. Donc je les aide à travers notamment des visuels 3D à vraiment se projeter dans leur futur intérieur et d'être un peu plus sereine face avant en fait la livraison de leur appartement. Et donc j'accompagne ces personnes là sur plusieurs points, notamment l'agencement, l'optimisation de l'espace, le choix du mobilier, le choix des couleurs, donc aussi bien sur les murs que sur les accessoires, le choix des matériaux aussi, mais aussi tout ce qui est conception d'ambiance, donc et vraiment optimisation d'espace, parce qu'aujourd'hui ça on l'oublie beaucoup, on s'occupe beaucoup du beau, mais si c'est du beau mais dans une pièce qui est super encombrée et qui est pas optimisée, ça vaut pas le coup. Voilà, depuis 2018 maintenant je gère mes deux vies, on va dire, ma vie de consultante RH et ma vie de décoratrice. C'est pas facile au quotidien parce que je travaille à temps plein en tant que consultante RH, et du coup la déco c'est plutôt en fin de journée, donc très tard ça m'arrive jusqu'à 1h du matin de bosser sur des projets, et bien sûr les rendez-vous clients le week-end, donc c'est un peu dur à gérer. Mais depuis cette année, donc février 2020, je suis toujours consultante RH mais à mon compte, donc j'ai quitté le monde du salariat, j'ai créé une SASU et donc j'interviens pour le même client, la même entreprise mais à mon compte, et du coup ce qui est top, c'est que en fait j'opère une transition en douceur, c'est-à-dire que l'année prochaine je vais passer à temps partiel chez eux, c'est-à-dire que je vais travailler que 3 jours sur 5, ce qui va me dégager 2 journées supplémentaires pour la déco, et ça c'est vraiment un luxe pour moi. Je les remercie vraiment de m'avoir donné cette opportunité là de faire cette transition en douceur vers le 100% déco. Et donc vraiment top si vous regardez cette vidéo. Merci. Trouver des clients, comment trouver des clients. Donc il faut savoir que ça marche beaucoup par bouche à oreille, donc un client qui est content, qui en informe sa famille ou des amis, et aussi les réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc Instagram c'est vraiment la plateforme où le plus de clients me contactent par rapport aux avant-après que je peux poster, aux différents conseils et astuces que je peux poster sur mon compte Instagram Pop My Déco.
Et donc du coup ces personnes-là me contactent, c'est toujours précédé en fait d'un appel téléphonique qui va permettre de cerner le besoin, de me présenter, de présenter mes offres, mais surtout de recueillir le maximum d'infos de la personne, quelle est sa problématique, pourquoi elle n'y arrive pas toute seule, qu'est-ce qu'elle a besoin en fait, comment elle a besoin d'être accompagnée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'établis un devis personnalisé. Donc d'autres personnes se rendent sur place chez les gens pour faire ce premier diagnostic et établir un devis, mais moi comme je vous l'ai dit, j'ai 2 activités et même en termes d'efficience je préfère fonctionner comme ça. Donc tous mes diagnostics se font au téléphone et c'est seulement après et sur la base de photos aussi que j'envoie mes devis. Je vais résumer un peu une prestation type. Moi je fonctionne soit à distance, donc notamment c'est pour les personnes qui habitent pas en Ile-de-France ou qui habitent carrément en dehors de la France, parce que j'ai fait des projets en Afrique aussi, en Europe aussi. Et donc du coup ça me permet voilà, de faire à distance, soit par Zoom, soit par téléphone, et puis on s'échange des documents. Et sinon la majorité de mes prestations se font à domicile, donc généralement pour une pièce de type salon ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, où on va aborder plusieurs points, donc l'agencement, comme j'ai dit, les couleurs, les accessoires de décoration, le mobilier, on va même peut-être bouger des meubles ensemble, voilà, c'est vraiment c'est une première étape qui est super importante et qui ne peut pas être bypassée. Celle-là, faut pas la bâcler. En fait, clairement, si on rate cette étape, c'est fini quoi. On n'a pas bien compris le besoin et par derrière, ce qu'on va délivrer, ça correspondra pas tout simplement. La deuxième étape, ça dépend en fait de la formule que la personne aura. Soit elle aura une planche d'inspiration avec un compte rendu et un plan d'agencement. Elle pourra aussi avoir des visuels 3D. Elle pourra aussi avoir une liste de courses qui lui permettront de vraiment gagner du temps et d'être sûre en tout cas que quand elle va décorer chez elle correspondra à ce qu'on aura vu ensemble. Alors si on parle des outils dont j'ai besoin, déjà le logiciel de conception 3D, donc faites un peu vos comparatifs, mais moi en tout cas j'utilise SketchUp, le fameux SketchUp, qui est un peu dur au début à prendre en main, c'est un peu déroutant, mais après une petite formation ça va. Et pour la conception, pour le rendu 3D, j'utilise Enscape, donc, qui est très bien. Ensuite, il faut un bon ordinateur, donc avec surtout une bonne carte graphique pour que le rendu se fasse, parce que Enscape par exemple, j'avais acheté un ordinateur qui avait une carte graphique qui n'était pas optimale, et ça faisait même pas 8 mois que je l'avais, j'ai dû racheter un autre ordinateur juste pour ça quoi. Voilà. Faites attention au matériel que vous allez utiliser. J'ai aussi un appareil photo avec lequel je filme, mais c'est pour faire mes vidéos YouTube, aussi pour faire mes photos avant-après, donc je trouve que c'est un peu plus professionnel. Si on parlait argent, la thune, le cash, le flouze. Alors l'argent. Est-ce qu'on peut vivre d'une activité de conseil en décoration? Alors en fait, il n'y a pas de réponse toute faite, je suis désolée. Je vais peut-être vous décevoir, mais même si aujourd'hui, je vous disais que je gagne 100 000 € l'année de chiffre d'affaires. Donc il faut bien distinguer chiffre d'affaires, bénéfice d'affaires, c'est tout ce qu'on va encaisser. Et de ça, il faudra enlever toutes les charges. Donc par exemple, la licence pour les logiciels de conception 3D, les charges d'essence, etc. Les charges qu'on peut payer à l'URSSAF. Et de ça, qu'on aura tout soustrait, on aura le bénéfice. Donc même si je vous disais que je fais 100 000 € de bénéfices par an, ou si je vous disais que j'en fais 10 000, vous n'allez pas être plus avancé que ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une vérité générale. Vous allez trouver des décoratrices et décorateurs, parce que ça existe aussi des hommes qui font des activités de conseil de décoration, qui gagnent très bien leur vie avec cette activité, et d'autres qui la gagnent pas du tout, qui sont obligés d'avoir une autre activité à côté. Pourquoi ? Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. C'est votre capacité à vous vendre tout simplement, parce que clairement on n'est pas dans l'humanitaire
On est vraiment dans de la vente de prestations de services. On est beaucoup à proposer ce genre de services, sans compter les services en ligne qui viennent encore plus concurrencer. Donc faut savoir se vendre et montrer son unicité, montrer son univers pour que les gens adhèrent et vous contactent. Ensuite, il y a la manière aussi dont on fixe ses prix. Il y a des personnes, soit par choix, soit parce qu'elles ont du mal à voir leur valeur, vont mettre des prix super bas pour avoir plus de clients. Mais sauf qu'elles sont obligées de prendre beaucoup de prestations et c'est pas possible en fait. On peut pas prendre... on peut pas toute seule en tout cas prendre, je sais pas moi, 50 clients par mois. C'est pas envisageable en termes de temps, en termes d'énergie, c'est pas sain non plus. Donc si elles mettent des prix trop bas, elles sont obligées elles ont un plafond en fait de clients qu'elles peuvent pas dépasser par mois et donc du coup ce revenu là ne leur permet pas de vivre. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Donc moi aujourd'hui en étant à temps partiel, je peux quasiment en vivre et je pense que voilà, quand je passerai à 100% je pourrai en vivre, mais c'est vraiment de comment vous allez construire votre business model qui va déterminer si vous allez en vivre ou pas. Il n'y a pas de vérité en fait, je suis désolée. Ah oui, autre chose par rapport aux revenus, donc moi je me suis relancée à mon compte, mais il existe parfaitement des moyens d'être décoratrice, mais en étant salariée dans une agence. Mais après sachez que de ce que j'ai regardé brièvement, c'est pas très bien payé. Je pense que c'est payé 1500, 1600 je crois de mémoire, donc vous serez pas très bien payé en fait, alors que si vous êtes à votre compte, il n'y a pas de plafond en fait. Vous pourrez très bien gagner 900 € comme beaucoup plus quoi. Alors dans cette partie de la vidéo, je vais parler plutôt des conseils que je pourrais donner aux personnes qui veulent se lancer. Alors mon tout premier conseil, ça serait, parce que je reçois pas mal des questions, ça serait d'arrêter d'idéaliser cette profession. Cette profession qui est super, hein, il y a beaucoup de super professions qui existent, mais il faut arrêter de l'idéaliser. Souvent on voit que une toute petite partie infime de la profession qui est la mise en place de la pièce, et on fait la photo et là on la poste sur Instagram, etc., ou on la met dans son portfolio. Mais ça c'est tellement juste la fin quoi, c'est vraiment juste la fin. Il y a tout un travail en amont à faire de toutes les tâches administratives qu'on gère derrière. Donc certes on peut déléguer, mais souvent au début on va le faire soi-même, tout ce qui est prospecter, se vendre au téléphone, etc., pour faire les personnes signer des devis, faire les devis, faire les factures. Il y a toute la partie marketing, donc sur Pinterest ou sur Instagram ou je sais pas, prospecter en tout cas, faire des publicités, etc., qu'il faut gérer. Et il y a aussi tout l'aspect mindset, donc état d'esprit qu'il faut avoir, parce que oui, il y a des personnes, voilà, vous allez vous vendre, elles vont vous dire non, c'est trop cher. Parfois ça arrive, hein. Et faut pas le prendre pour soi, faut se dire que c'est juste trop cher, elle ne considère pas que cette prestation vaut ça, mais faut pas le prendre personnellement. C'est vrai qu'au début j'avais tendance à me dire je suis pas légitime. Vous allez vraiment sentir ça au début, ce syndrome, on va dire, qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, où vous ne sentez pas légitime à faire quelque chose, vous vous dites mais qui suis-je pour faire ça, qui suis-je pour proposer ces prix là, je me prends pour qui quoi, en gros. Je devrais me rabaisser parce que les gens me disent que c'est trop cher, du coup je dois me rabaisser et baisser mes tarifs, ou peut-être que je dois arrêter l'activité parce que je ne suis pas légitime pour le faire. Et ça, faut vraiment pas tomber dans ce piège là. C'est vraiment rester focus sur ce que vous voulez faire. Vous avez des compétences, vous avez une envie, une passion, et faut pas laisser se laisser influencer par des éléments extérieurs. Ensuite je dirais, avant d'investir dans une quelconque formation, quelconque logiciel, etc., je pense notamment aux jeunes filles. J'en ai beaucoup qui me contactent, qui ont 19 ans, 20 ans, qui sont dans un BTS mais qui veulent changer pour faire décoratrice. Avant de faire ce changement là, déjà vous assurez que ça va vous plaire, parce qu'en fait il y a une chose que je tiens à préciser, à vraiment insister dessus: décorer pour soi, ce n'est pas du tout la même chose que décorer pour les autres. Parce que pour soi on s'en fiche, on connaît nos goûts, etc., mais quand on décore pour les autres,
faut créer un espèce de détachement, c'est-à-dire que forcément vous allez faire des propositions qui correspondent un peu à vos goûts. Mais il arrive souvent que les clients que vous allez rencontrer aient des goûts qui soient un peu différents des vôtres, voire totalement différents. Et il va falloir, vous, en tant que professionnel, mettre ça de côté et dire ok, on va composer avec. Ok, la personne elle fait des choix qui pour moi ne sont pas pertinents. C'est mon rôle en tant que professionnel de lui dire voilà, voilà, vous avez choisi ça, mais peut-être que ça serait mieux ça ou peut-être comme ça. Mais d'entendre en tout cas que si la personne veut absolument un truc, donc je dis n'importe quoi par exemple, elle veut absolument garder son gros buffet qui date, qui est un peu vieillot, mais en même temps elle veut une décoration scandinave, un peu plus moderne, etc. Mais elle veut absolument le garder. Vous pouvez pas lui dire non, tu ne le gardes pas, ça colle pas. Voilà, faut notifier à la personne que ça colle pas trop. Et la personne fera son choix toute seule en fait. C'est chez elle et le plus important c'est qu'elle se sente bien chez elle. Même si vous, vue de l'extérieur, la décoration ne correspondra pas à ce que vous auriez aimé qu'elle fasse. C'est vraiment ça qui est difficile à faire, c'est d'être vraiment à l'écoute du client et lui proposer des choix qui lui feront plaisir à lui, pas à vous en fait. Et c'est ça qu'il faut tester. C'est pour ça que je recommande à chaque fois à ces personnes là qui me contactent en DM de en fait tester déjà avant d'investir dans une formation. Déjà faites un projet chez vous, hein, déjà voir comment vous vous débrouillez pour pouvoir aussi constituer votre portfolio. Ensuite, je sais pas moi, aller voir des amis ou de la famille, faire des projets gratuitement, mais en ayant une posture déjà professionnelle avec un espèce de process, etc. Des templates en termes de livrables, de comment vous allez présenter les visuels 3D, comment vous allez présenter le projet une fois que vous avez fait vos visuels 3D, ou même au début vous n'êtes même pas obligé d'utiliser des visuels 3D. Franchement, ça peut très bien marcher sur planche d'inspiration, etc. Il n'y a pas besoin de déjà commencer à rentrer dans l'artillerie lourde, quoi. Vraiment, commencez voilà à voir si ça vous plaît de professionnaliser la décoration d'intérieur, parce que c'est vraiment deux choses différentes que d'aller dans un magasin, de flâner des magasins, de dire ah oui il est pas mal ce coussin. C'est vraiment deux choses différentes que d'aller chez quelqu'un, l'écouter, poser des questions, au maximum de questions, l'écouter, vraiment essayer de percevoir sa personnalité et de lui proposer des choses. C'est vraiment deux mondes différents et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous aimez pas ça. Et aussi il y a l'aspect relationnel. Franchement, il y a beaucoup de relationnel, on rencontre des gens, on rencontre leur famille, des fois il y a leurs enfants. Et on rencontre des personnalités multiples, la majorité ce sont des super personnes, mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur des personnes, mais je me suis dit, mais j'aurais préféré pas la connaître quoi, elle est juste chiante quoi, excusez-moi du terme, mais elle est juste chiante quoi. Et ça, faut savoir faire avec aussi. Est-ce que vous avez envie de gérer ce type de personnes? Alors aussi, autre chose, n'essayez pas de copier. C'est-à-dire que n'essayez pas de copier ou de trop vous inspirer des décoratrices déjà en place, notamment sur Instagram, et surtout vous comparer, parce que on est tous humains, tout le monde le fait, même moi je le fais. J'essaie de me canaliser par rapport à ça et à me dire ah c'est pas mal ce qu'elle fait, ah je suis pas à sa hauteur. Non, faut arrêter. Ça se trouve cette personne là, ça fait des années qu'elle a commencé, donc au début aussi elle était comme nous, hein, un peu en train de tester, etc. Donc vous pouvez pas vous comparer à vous qui commencez. Vous commencez votre histoire, faites votre histoire comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous inspirer un peu de comment elle engage avec sa communauté sur Instagram, mais n'essayez pas de copier, soyez vous-même. Vraiment, la décoration d'intérieur, il y a beaucoup de subjectif dedans. Il y a des personnes, franchement, qui me contactent, elles savent qu'il y a d'autres décoratrices qui existent, mais c'est absolument avec moi qu'elles veulent travailler. Pourquoi? Parce que j'ai été moi-même sur les réseaux, elles ont appris un peu à me connaître à travers mes posts, à travers mes vidéos, etc. Et elles m'ont apprécié moi avant tout en tant que personne, et c'est pour ça qu'elles me contactent. C'est pour que elles veulent confier leur projet personnel à moi et pas à une autre personne. Donc si vous n'êtes pas vous-même ou que vous êtes copié, ça va se voir. Et c'est... Personnellement, moi je préfère faire mon truc à ma sauce et que ça soit pas terrible, plutôt que d'essayer de faire à la sauce de quelqu'un d'autre et que ça soit pas terrible non plus. Parce que ça va se voir, ça va faire ah mais elle a voulu copier un tel, mais en fait c'est low cost quoi.
Donc vraiment, soyez vous-même et ne vous comparez pas. Vous faites votre chemin. Ne comparez pas voilà, l'étape 15 d'une personne alors que vous êtes juste à l'étape 2 quoi. Ensuite, donnez-vous du temps. La plupart des personnes qui se lancent en décoration d'intérieur, c'est pas le premier métier dans lequel elles se lancent. Souvent, c'est une reconversion professionnelle. Donc, donnez-vous du temps. Donc déjà, je vous conseillerais de ne pas lâcher votre poste tout de suite. Donc, si c'est possible, donc regardez bien votre contrat, de voir s'il n'y a pas une clause qui vous dit que vous ne pouvez pas faire une autre activité à côté. Et de tester en fait l'activité le week-end, par exemple. Et au fur et à mesure, si vraiment ça vous plaît, commencez à demander un temps partiel si possible. Et c'est qu'une fois que vous êtes sûr, vous pouvez vraiment vous quitter votre emploi. Vraiment, donnez-vous du temps pour apprendre, pour mettre en place les choses, etc. Et ne pas faire n'importe quoi parce que certes, c'est pas non plus la fin du monde. Vous pourrez retrouver un travail par la suite, mais même dans votre tête, vous serez plus sereine en fait d'avoir sur votre salaire à côté si vous êtes salarié et d'avoir les petits revenus comme ça qui augmentent à côté et vous commencez à mettre en place vos stratégies, à poser des bases solides plutôt que de sauter comme ça dans le grand bain, mais donnez-vous du temps, c'est très important. Petit message aussi aux jeunes filles qui me contactent, j'en ai beaucoup qui me contactent, qui me disent oh, bonjour, je suis un tel, je suis en BTS, je sais pas moi, communication, mais j'aime pas trop et je me disais que ça serait trop bien que je fasse de la décoration d'intérieur. Franchement, je vous encourage, mais avant toute chose, pareil, je vous encourage quand même à poursuivre vos études. Donc après, là c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Je vous encourage quand même à poursuivre vos études et à quand même tester le marché du travail pour lequel vous faites vos études et à surtout à être chez vous. C'est-à-dire que c'est compliqué de devenir décoratrice d'intérieur et d'aider les gens à se sentir bien chez eux, à optimiser leurs espaces, etc. si vous n'avez jamais fait l'expérience d'être chez vous. C'est-à-dire que si vous vivez chez vos parents, c'est pas vraiment chez vous. Vous avez à gérer pratiquement que votre chambre. Mais de vivre chez soi, ça permet d'avoir certaines compétences, certaines habitudes qui font que vous savez que par exemple dans votre cuisine, vous aimez bien quand les choses sont rangées comme ça. Si vous avez un petit appartement, vous avez peut-être développé des astuces qui font que vous arrivez à optimiser l'espace. Et tout ça, ça peut être bénéfique en tout cas dans l'activité après de conseil en décoration d'intérieur. Et c'est vrai que quand on vit chez ses parents, on n'a pas vraiment la vision de commencer de vivre chez soi. Donc je vous dirais voilà, d'attendre un peu et de faire l'expérience de vivre chez vous en tout cas. Et aussi de faire l'expérience d'un autre métier pour voir qu'est-ce que c'est que d'être salarié, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à la plupart de vos questions. J'ai essayé d'être assez exhaustive. Donc si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis en tout cas bon courage à toutes ces personnes, à vous toutes qui souhaitez vous lancer en décoration d'intérieur mais aussi dans d'autres activités. Ce n'est pas facile de faire ce choix-là, d'être entrepreneur, mais je vous assure, c'est tellement beau de voir ce que l'on est capable de faire. Quand on se retrouve dans l'engrenage, il y a une telle fierté que pour moi, chaque personne sur Terre devrait tester au moins une fois. Même si tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, chaque personne devrait tester au moins une fois d'entreprendre une activité pour voir la satisfaction qu'il y a, vraiment la satisfaction qu'il y a de partir d'une idée à sa réalisation. C'est juste waouh. Allez, à bientôt.